Dominique Ouattara, invité d'honneur du gala de bienfaisance organisé par la princesse Lalla Salma du Maroc. L'événement s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le cancer. Les profits de ce dîner, dénommé Un don pour la vie, vont servir à la construction d'un hôpital d'oncologie pour la région de Marrakech. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a lancé samedi les travaux de bitumage de l'axe d'Anané frontière de la Guinée. Coût du projet, près de 20 milliards de francs CFA, financé par la Banque mondiale et la BAD. Les travaux dureront 20 mois sur 47,6 km de route. En économie, cette entrée de la Côte d'Ivoire dans le top 10 des économies africaines les plus compétitives. L'information est contenue dans le dernier rapport du Forum économique mondial publié le 30 septembre dernier. Vous aurez plus de précisions dans ce journal. Et puis à l'étranger, la Guinée, les 7 candidats qui se présentent face à Alpha Condé lors de la présidentielle du 11 octobre prochain réclament le report du scrutin. Ils estiment que l'accord d'août dernier sur le processus électoral n'est pas respecté. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. La première dame Dominique Ouattara était samedi l'invitée d'honneur du gala de bienfaisance organisé par la princesse Lalla Salma du Maroc. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le cancer. Les profits de ce dîner, dénommé Un don pour la vie, vont servir à la construction d'un hôpital d'oncologie pour la région de Marrakech. Le compte-rendu d'Abiba Dambélé-Saoué. Arrivée le 2 octobre à l'aéroport international Marrakech-Ménara, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été accueillie au pavillon royal par son Altesse la princesse Lalla Salma du royaume chérifien. Après un entretien de quelques minutes, la délégation de la première dame a été installée à sa résidence royale de Stinia. C'est donc à l'invitation de son Altesse royale la princesse Lalla Salma, présidente de la Fondation Lalla Salma, prévention et traitement des cancers, que Mme Dominique Ouattara, première dame et présidente de la Fondation Children of Africa, a participé le samedi 3 octobre à un dîner gala à Marrakech, au sud du Maroc. Dénommé Un don pour la vie, ce dîner gala a été organisé au profit de la construction du centre régional d'oncologie de Beni Mellala. C'est situé à 200 km de Marrakech. Pour cette noble cause, 500 invités de presque tous les domaines sont venus des 4 coins du monde. En première ligne, Mme Dominique Ouattara, invitée d'honneur. Pour ce rendez-vous majeur, la Fondation Lalla Salma a redonné vie au monument historique édifié au XVIe siècle, le palais Badi, avec un décor magique et grandiose, rythmé de couleurs et de lumière. 10e anniversaire de cette fondation, sur fond d'espoir. J'ai voulu absolument venir soutenir mon amie, la princesse Lalla Salma, qui, comme vous le savez, se bat pour lutter contre le cancer. Elle organise un dîner gala pour recueillir des fonds pour construire un hôpital. Et vraiment, elle a tout mon soutien. C'est une bonne chose, surtout qu'il s'adresse aux enfants qui sont malades. Et comme vous le savez, tout ce qui touche les enfants me touche énormément. Dans son message, son Altesse royale, la princesse Lalla Salma, a partagé avec l'assistance son grand espoir pour les malades du cancer, les faire renaître, leur redonner le goût de la vie. Par ailleurs, son Altesse royale a tenu à témoigner en toute fierté ses encouragements à la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, et à Mme Bernadette Chirac, ex-première dame de France. L'Orchestre philharmonique du Maroc et des voix puissantes du Moyen Atlas marocain ont amplifié la note d'espoir pour les malades du cancer. Le tout enrichi par un défilé de caftans, robes marocaines, des pièces uniques et somptueuses conçues par les plus grands créateurs du royaume. La vente aux enchères de la soirée aura rapporté environ 9 milliards de francs CFA. Devant tant de générosité, son Altesse royale a décidé de construire 2 hôpitaux au lieu d'un seul. Rappelons que la princesse Lalla Salma était l'invitée d'honneur de la première dame lors du dîner gala de la Fondation Children of Africa en mars 2014 au profit de l'équipement de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. En économie, la Côte d'Ivoire fait son entrée dans le top 10 des économies africaines les plus compétitives. L'information est contenue dans le dernier rapport du Forum économique mondial publié le 30 septembre dernier. Ce classement est le fruit de la performance de l'économie ivoirienne qui gagne 24 points sur le classement mondial. Les précisions d'Adama Koné. La Côte d'Ivoire, parmi les pays les plus réformateurs au monde selon le classement Doing Business. Information donnée il y a quelques mois.
La Côte d'Ivoire, parmi les pays africains à forte progression économique, selon le classement du Forum économique mondial, nouvelle tombée il y a 5 jours. Les performances réalisées par la Côte d'Ivoire ne passent pas inaperçues au niveau des grandes instances économiques mondiales. Dans son rapport 2015-2016 sur la compétitivité dans le monde, publié le 30 septembre, le Forum économique mondial classe la Côte d'Ivoire au 8e rang des économies africaines les plus compétitives. Le pays faisant ainsi son entrée dans le top 10 des économies les plus dynamiques du continent. Ramenée à l'Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire occupe le premier rang. D'une manière générale, dans le classement mondial, le pays a gagné 24 places en passant de la 115e position à la 91e sur 140 pays. C'est en 2004 que l'indice mondial de la compétitivité a été créé. Il mesure la compétitivité d'un pays en fonction d'une centaine d'indicateurs rassemblés en 12 catégories, notamment l'environnement des affaires, la qualité des institutions et celle des infrastructures, l'éducation, la taille du marché et le développement technologique et l'innovation. Il est clair que la Côte d'Ivoire doit son entrée dans le top 10 africain aux profondes réformes dans l'environnement des affaires, les réalisations enregistrées dans les grands travaux, le développement de son marché avec la percée d'une classe moyenne et les performances réalisées par le système éducatif, entre autres. En bref et en image, la déclaration des biens du président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro s'est prêté à cet exercice de transparence mis en œuvre par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Le président de l'Assemblée nationale s'est rendu en personne au siège de l'institution pour déclarer ses biens. Il dit adhérer pleinement à cette opération qui démontre l'engagement du pouvoir en place dans la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Cette opération concerne les personnalités occupant des hautes fonctions dans l'administration et les institutions étatiques. On ouvre à présent le chapitre présidentiel 2015. Plus que 20 jours avant l'échéance, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA a reçu ce lundi à son siège les représentants des candidats à cette élection. Entre autres points abordés, les modalités de la couverture médiatique de la campagne, les procédures de saisine et de droit de réponse et les normes techniques pour la réalisation des prêts à diffuser des candidats. Alexis Ouedraogo. Dans exactement 4 jours, la campagne présidentielle 2015 démarre. Pour que les candidats soient en phase avec les médias, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA a réuni ce lundi à ses bureaux tous les représentants des postulants au fauteuil présidentiel. Nous savons que les moments que nous nous apprêtons à vivre sont parfois et même souvent propices aux tensions et aux confrontations. La tâche qui incombe à chacun de nous est de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Chaque acteur peut et doit faire preuve de bonne volonté pour que la période soit certes intense mais digne. Pour sa part, la ACA s'y emploiera avec l'aide de tous. La ACA entend veiller à l'égal accès des candidats aux médias de service public. Première disposition, à compter du 9 octobre, date de démarrage de la campagne, chaque candidat aura droit à 2 minutes de reportage quotidien dans le journal télévisé et 1 minute 30 à la radio. Deuxième disposition, une émission face aux électeurs. 90 minutes devraient permettre aux 10 candidats de présenter leur projet de société. À cela s'ajoutent les prêts à diffuser de 5 minutes pour la télévision et 7 minutes pour la radio, conçus par les candidats et validés par la ACA avant d'être diffusés selon l'ordre de la liste publiée par le Conseil constitutionnel. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle peut être saisie à tout moment et par tout intéressé. En cas de saisine, le plaignant devra préciser le nom du service audiovisuel mis en cause, la date et l'heure de diffusion de l'émission incriminée, le titre de l'émission et bien entendu l'objet de la saisine. Sur ces points, les représentants des candidats ont fait des recommandations notées par la ACA. La Haute Autorité a exhorté les candidats au respect de la souveraineté nationale, de la dignité humaine et à la préservation de l'ordre public. Les candidats et leurs représentants doivent s'interdire d'inciter à la haine, à la xénophobie et à la violence, de tourner en dérision d'autres candidats ou leurs représentants, d'appeler à des fonds
pour financer leur campagne. L'occasion aussi pour le directeur général de la RTI de présenter le dispositif pratique de sa structure. La RTI mettra tous les moyens à disposition de ses équipes afin de pouvoir permettre à chacun des candidats, quel que soit le lieu en Côte d'Ivoire où il choisira de mener des activités, que nous allons couvrir cette activité et que cette activité sera communiquée aux Ivoiriens. Un peu plus de 2 heures, c'est le temps qu'aura mis cette rencontre saluée par les représentants des candidats. C'était une réunion utile. Et je pense qu'elle a été constructive. C'est ça le plus important. Et je voudrais remercier la haute autorité de la communication audiovisuelle. Nous avons eu un certain nombre de dispositions techniques, de dispositions tactiques et des modalités pratiques. Ça nous permet effectivement d'aborder ces questions-là avec beaucoup de sérénité. Nous avons participé à une réunion qui s'est déroulée dans un esprit de sérénité. Nous pensons que ça va contribuer à faire de ces élections des élections très apaisées, transparente sans doute et acceptée par tous. La rencontre a pris fin avec la visite des locaux aménagés en vue d'un monitoring efficace des passages des candidats lors de cette campagne électorale. Justement, durant cette campagne pour la présidentielle, les messages des candidats seront publiés dans les organes de presse écrite de service public selon un ordre connu depuis ce lundi. Le tirage au sort a été effectué au siège du Conseil national de la presse en présence d'un huissier et des représentants des 10 candidats. Le premier message à être publié sera celui du candidat Alassane Ouattara, quand celui de Charles Konan Banny fermera la liste. Le point de Michel Digré. C'est à partir de ce 12 octobre que les organes de presse écrite de service public que sont Fraternité Matin et l'agence ivoirienne de presse commenceront à diffuser les messages des 10 candidats de la présidentielle. L'ordre de publication a été dévoilé après un tirage au sort effectué en présence des représentants des candidats et d'un huissier de justice. En première position, M. Alassane Ouattara. En seconde position, M. Afi Nguessan Pascal. En troisième position, M. Konan Kwadio Siméon. En quatrième position, Mme Lagou Adjoa Henriette. En cinquième position, M. Amara Essi. En sixième position, M. Kwadio Konan Bertin. En septième position, M. Nyangbo Kakou. En huitième position, Mme Kwangwa Jacqueline Claire. En neuvième position, M. Mamadou Koulibaly. Et enfin, en 10e position, M. Bani Konan Charles. Le Conseil national de la presse a donné un aperçu de la couverture médiatique de la campagne par les 2 organes de presse de service public. Un message par jour et l'espace consacré, c'est la pleine page. Au-delà de cet espace, Fraternité Matin et l'AIP ont pourvu également des espaces pour les comptes rendus des activités des candidats. Je voudrais, pour finir, encourager l'ensemble des organes de presse et des services publics à demeurer dans la dynamique instituée depuis la publication par le Conseil constitutionnel de la liste des candidats retenus et vous inviter à respecter avec beaucoup de rigueur les règles et recommandations qui encadrent le traitement des candidats et de leurs activités. C'est le décret du 9 septembre 2015 qui fixe les modalités d'accès aux organes officiels de presse des candidats à l'élection présidentielle. Il stipule en son article 6 qu'à compter de l'ouverture de la campagne électorale jusqu'au jour du scrutin, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté dans les émissions et publications consacrées à la campagne électorale. Et sachez que la commission électorale indépendante procédera ce mardi 6 octobre, demain donc, à 11h à son siège d'Abidjan de Plateau à la remise officielle à chacun des 10 candidats ou leurs représentants les documents électoraux suivants: le spécimen des bulletins de vote, la liste électorale définitive sur support électronique, des affiches. La commission électorale indépendante prie donc tous les intéressés à prendre toutes les dispositions pour honorer de leur présence cette importante étape du processus électoral. Liberté de la presse en Afrique, mythe ou réalité? Cette interrogation est au cœur du colloque international d'Abidjan organisé par le ministère ivoirien de la Communication
La rencontre a démarré aujourd'hui au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. Elle réunit plus de 150 participants nationaux et internationaux, composés d'experts, de journalistes et de partenaires au développement. Hamza Diaby. À travers ce colloque international d'Abidjan sur la liberté de la presse, le ministère de la Communication offre au continent africain tout entier une plateforme d'échange pour sensibiliser les consommateurs des produits de médias sur l'importance et la nécessité de l'existence d'une presse libre et indépendante. C'est surtout le lieu pour approfondir la réflexion sur la thématique presse libre et développement en Afrique. D'une manière générale, c'est dans les pays du tiers-monde et singulièrement en Afrique que la cohabitation de la presse avec les principaux pouvoirs, notamment exécutifs, législatifs et judiciaires, est souvent source de conflits. Cela découle de ce que le rôle majeur d'une presse libre n'est pas toujours bien perçu. Ici et là, dans ces pays encore confrontés au sous-développement. Pourtant, les liens de causalité entre le développement d'une société moderne, dynamique et ambitieuse, et une presse libre sont aujourd'hui partout visibles dans le monde. Tout le continent africain attend de ce colloque des suggestions et des recommandations pertinentes dont la mise en œuvre facilitera davantage l'exercice du métier de journaliste et donnera plus de sens à la liberté de la presse dont vous êtes les garants. Et pour indiquer des pistes afin de donner un contenu à la liberté de la presse sur le continent, ils sont venus de partout en Afrique, ces journalistes, chercheurs spécialisés, représentants d'institutions internationales et experts. Nous sommes en train de connaître une certaine évolution sociale qui fait en sorte que nous n'avons pas encore atteint vraiment l'apogée, mais nos sociétés commencent à être des sociétés plus ou moins démocratisées. Et à la longue, je pense que, on ne pourra jamais l'avoir à 100% parce que toute liberté est une liberté encadrée. Mais au moins, je pense que la liberté de la presse, ça ne peut pas être considéré comme un mythe pour nous. Moi, je suis journaliste et j'y crois. Au sortir de ce colloque, le ministère de la Communication entend réussir à mettre en place des instruments de mobilisation de l'opinion publique nationale et internationale pour que les journalistes et les professionnels des médias africains ne soient plus seuls face à un pouvoir oppresseur. Les résolutions et la déclaration d'Abidjan pourraient également mettre en place un code de protection du reporter africain. Dans l'actualité politique, ce rassemblement des jeunes et femmes du Grand Centre reconnaissant au président de la République, reconnaissance, disent-ils, pour toutes les actions de développement initiées dans le pays. La rencontre a eu lieu à Yamoussoukro, le point de Kader Sogodogo. Place à Jean-Paul II de Yamoussoukro. Les jeunes et les femmes du Grand Centre sont venus en grand nombre. Ils tiennent à exprimer leur entière reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, dont les actions au sommet de l'État ont abouti à une Côte d'Ivoire nouvelle, celle-là même où des infrastructures sont réalisées dans les 4 coins du pays. Aujourd'hui rassemblés, nous sommes venus de différents univers pour dire oui dans les urnes à 100% pour le candidat du RHDP, j'ai nommé le docteur Alassane Ouattara. Le parrain de cette rencontre, le ministre d'État Charles Dibi Kofi, tout en saluant cette initiative, invite les jeunes et les femmes du Grand Centre à faire corps avec Alassane Ouattara, dont les mérites sont également salués à l'international. J'ai été reçu par le secrétaire général Ban Ki-moon, à qui je suis allé faire les civilités du président de la République. Voilà ce que Ban Ki-moon m'a dit. Dit au président Alassane Ouattara qu'il a toute notre confiance. Et il a tout le soutien de l'organisation que je dirige. Oui, parce que en Afrique, je vois très peu de présidents qui ont une telle gouvernance pour leur pays. Le patron de la cérémonie, le ministre d'État Aoussou Jano, est allé dans le même sens. Quand tu as une grande vision, tu rêves, tu es jeune, Alassane est jeune, jeune de Côte d'Ivoire, jeune du Grand Centre. Soutenez-le parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui est jeune, qui crée les idées. À ce grand rassemblement de Yamoussoukro, le président de la Fédération des jeunes et des femmes du Grand Centre vivant en Europe a été investi par les ministres d'État Aoussou Jano et Charles Dibi Kofi, soutenu par les ministres Sidi Touré et Raymond Goudou Kofi sous le regard protecteur du doyen Kwame Konan Nzikan. Patrick Gott aura pour mission d'amener la diaspora à prendre une part active dans l'émergence de la Côte d'Ivoire.
Une vision du président de la République, Alassane Ouattara. La direction de campagne adjointe du candidat du RHDP chargé des artistes dévoile cette stratégie. Elle sera marquée par des concerts et des activités éclatées. Serge Coléa. La direction nationale de campagne adjointe chargée des artistes est dirigée par Noël Douré et Koné Dodo. Ils sont membres de l'équipe mise en place par le candidat Alassane Ouattara pour briguer un second mandat. Face aux artistes au Palais de la Culture de Treichville, ils ont sonné la mobilisation. Si vous avez des parents à la maison, des amis dans le quartier, dites-leur allez voter. Il faut qu'Alassane Ouattara ait le meilleur score possible. Pour Noël Douré, Alassane Ouattara est un homme d'État qui a démontré durant ce premier mandat son attachement aux hommes de culture. Le président Alassane Ouattara a décidé de prendre une décision écrite pour dire que Noël Douré, qui est devant vous, a droit à 300 000 francs tous les mois. Vous allez voir que d'ici 6 mois, aucun artiste ne prendra le woro-woro. Qui peut faire tout ça si c'est pas Applaudissons Ado! Un extrait du film Ado, un cœur qui parle, retraçant ses grandes actions en faveur du monde de la culture, a été présenté. Le professeur Maurice Kakugikawi, secrétaire exécutif du PDC RDA, et le ministre Konaté Sidiki, membre de la direction nationale de campagne d'Alassane Ouattara, ont félicité les artistes pour leur engagement. C'est pour vous-même que vous votez. Parce que si le pays se développe et que les structures de base sont mises en place, c'est vous qui allez en profiter. Durant les 15 jours de la campagne présidentielle, une caravane des artistes va sillonner la Côte d'Ivoire. Les artistes de Côte d'Ivoire souhaitent des élections apaisées, des élections dans le pardon, des élections dans la réconciliation. Au programme de ces activités, des concerts éclatés, des meetings et la présentation du film Hommage au candidat du RHDP, Ado, un cœur qui parle. L'actualité politique, c'est aussi le Front populaire ivoirien, FPI, qui a procédé hier et avant-hier à Yopougon et à Djamé au lancement de sa pré-campagne, une manière de mettre en ordre de bataille les militants de cette formation politique, invités à soutenir le candidat Pascal Affi N'Guessan à la présidentielle du 25 octobre prochain. Ahmed Traoré à Boussanogo. L'élection présidentielle d'octobre, c'est dans quelques jours. Et le Front populaire ivoirien FPI a compris l'enjeu de ces échéances à venir. C'est pourquoi il investit le terrain. Au cours de la cérémonie de lancement de la pré-campagne de la jeunesse de cette formation politique qui s'est tenue à la place CP1 dans la commune de Yopougon, la jeunesse dans son ensemble a lancé le même message. Soutenir le candidat Pascal Affi N'Guessan. Nous demandons à tous nos militants de mobiliser massivement le 25 octobre pour aller dans les urnes et pour élire le président Pascal Affi N'Guessan. Nous devons tous nous mobiliser au soir du 25 octobre pour élire notre candidat qui est le président Pascal Affi N'Guessan. À Adjamé, les responsables de la campagne du candidat du FPI à l'élection présidentielle du 25 octobre ont exhorté les militants à se rendre massivement dans les urnes. Et ce, dans un climat d'apaisement. Nous appelons à la paix, à la stabilité. S'il n'y a pas de stabilité, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de travail. S'il n'y a pas de travail, c'est la jeunesse qui en pâtit. Si la jeunesse en pâtit, c'est l'État, c'est le pays, c'est la nation. Et si la nation en pâtit, c'est tout le monde qui s'écoule. Nous voulons la paix, mais nous voulons que ces élections soient apaisées. Asseyons-nous et discutons la paix et le dialogue. Les membres de la direction du FPI et certains militants présents au meeting de Yopougon et d'Adjamé ont contribué au financement de la campagne du candidat Pascal Affi N'Guessan. Hier s'est tenue au Palais de la Culture de Treichville la sortie officielle du mouvement Jeunes filles émergentes de Côte d'Ivoire, un mouvement favorable au chef de l'État. Le point d'Adama Kamagaté et Alexis Ouedraogo. Les jeunes filles émergentes veulent participer au développement impulsé par le président Alassane Ouattara. Pour y arriver, elles s'appuient sur 3 mots: dynamisme, ambition et audace avec le candidat du RHDP. C'est pourquoi elles décident de le soutenir le 25 octobre prochain. Aujourd'hui, nous savons que celui qui est là, qui dirige, quand il dit, il le fait. Alors, j'ai demandé à mes sœurs de pouvoir sortir le 25 pour pouvoir sensibiliser les autres sœurs pour qu'elles puissent voter. L'instigateur de ce grand rassemblement de jeunes filles, Alphonse Soro, a salué l'engagement de celle-ci. Si la jeunesse féminine décide de s'approprier le concept de l'émergence, ce n'est que, on va dire, satisfecit que nous devons avoir.
nous ne pouvons que les appuyer dans cette initiative et faire en sorte qu'elles puissent réussir à étendre au plus grand nombre de filles possible et qu'elles puissent ensemble soutenir l'action du président Alassane Dramane Ouattara. La marraine Kandia Camara s'est réjouie de leur décision à prendre en main leur destin aux côtés du président qui a créé les conditions de leur épanouissement. Allez dire partout, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, faites des tournées pour demander à toutes les jeunes filles de Côte d'Ivoire d'être des jeunes filles émergentes parce qu'elles auront décidé de se battre pour le monde. Avant l'ouverture officielle de la campagne, les jeunes filles émergentes ont tenu à célébrer l'instant. Elles se disent prêtes pour le démarrage de la campagne le 9 octobre prochain. Autre grand titre de ce 20h, le lancement des travaux de bitumage de l'axe Danané, frontière de la Guinée. Lancement effectué par le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan. Cette infrastructure longue de 47,6 km va coûter près de 20 milliards de francs CFA financée par la Banque africaine de développement. L'éclairage de Sidonie Davila. 47,6 km, c'est la longueur de l'axe Danané frontière Guinée. Ce premier coup de pioche donné par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan lance le démarrage des travaux de bitumage. Cette route est une route mythique, une route historique que les populations attendent depuis plusieurs décennies. Danané est naturellement une ville carrefour, pleine de potentiel. La seule chose qu'il reste pour que Danané atteigne l'apothéose de son développement, c'est que Danané puisse être accessible. Le bitumage de la route Danané frontière Guinée fera gagner du temps aux populations d'An et Malinké. Là où elles mettaient plus d'une heure pour arriver, elles feront près de 30 minutes dans 20 mois. Elles ont exprimé leur gratitude pour cet acte de portée historique. Comme on le dit chez nous ici, Alassane il y a peu, Alassane il y a que. Ce qui veut dire Alassane a dit, Alassane a fait. Je voudrais remercier tout le gouvernement pour ce travail qui va commencer aujourd'hui. Nous voyons peut-être le volet infrastructure, mais je le dis, c'est le début de l'émergence pour Danané. La réalisation de ce projet entre dans le cadre d'un programme d'aménagement des routes et la facilitation du transport au sein des pays du fleuve Mano. Elle vise à promouvoir les échanges commerciaux et à améliorer les conditions de vie des populations de cet espace économique. L'événement qui nous réunit aujourd'hui révèle une situation particulière. Il s'agit non seulement d'un acte majeur de développement socio-économique, mais également et surtout un levier de cohésion et de rapprochement des peuples frères et amis de Côte d'Ivoire et de la Guinée. Un acte qui ouvre une nouvelle ère dans le processus d'intégration socio-économique et la libre circulation des biens et des personnes dans notre sous-région ouest-africaine, à la fois donc de la Mano River, mais aussi donc de la CEDEAO. La construction du tronçon Danané frontière Guinée et ensuite Lola permettra la réalisation d'une route transafricaine de la Guinée au Nigeria en traversant la Côte d'Ivoire par Yamoussoukro et Abidjan et valorisera encore mieux le corridor Abidjan-Lagos en passant par Accra, Lomé et Cotonou. En même temps, il s'agit de la concrétisation d'une promesse faite par le président de la République à l'occasion de sa visite d'État à l'ouest de la Côte d'Ivoire du 1er au 4 mai 2013. Financé à hauteur de 19,760 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement, l'institution salue les efforts déployés par le gouvernement en matière de développement. Il y a encore actuellement, chaque année, environ 60 000 personnes qui meurent de la rage dans d'extrêmes souffrances, une grande majorité étant des enfants mordus par des chiens contaminés. La rage est encore présente dans une centaine de pays qui relèvent de nombreux cas de rage chez les chiens, directement responsables de la transmission vers l'homme. Or, la vaccination d'au moins 70% des chiens pourrait interrompre le cycle de transmission chez les chiens et vers l'homme. C'est ce plaidoyer qui a été fait ce lundi par la direction des services vétérinaires en collaboration avec l'association des vétérinaires praticiens privés de Côte d'Ivoire, cela à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la rage célébrée ici ce 5 octobre. Un berger allemand bien entretenu. Tous les ans, il reçoit sa dose de vaccin contre la rage. Aujourd'hui, les bons soins de son propriétaire sont récompensés. Celui-ci reçoit le prix du meilleur maître. Je demande à tous les Ivoiriens
Et vraiment, ceux qui ont des animaux, surtout les chiens et puis les chats, de faire comme moi et de faire vacciner les animaux parce que la rage tue. À travers cette distinction, le gouvernement affiche sa volonté de mieux prévenir la rage en Côte d'Ivoire. La célébration de la Journée mondiale contre la rage est le moment privilégié pour les vétérinaires de sensibiliser les populations à faire vacciner leurs animaux de compagnie tels que les chiens, les chats ou les biches. Cette maladie sévit en permanence en Côte d'Ivoire et a causé plus de 74 cas de mortalité humaine depuis 2006. Ces différents cas sont la conséquence d'une circulation permanente du virus rabique dans la population canine au niveau national et démontrent que la vie des citoyens est en danger. Les grands spécialistes internationaux de la rage soutiennent tous que la Journée mondiale de la rage contribue à rendre la planète plus consciente du caractère dangereux de cette maladie et de l'importance de mener des actions de lutte efficaces pour mieux la contrôler. La rage est une maladie mortelle. Tous les ans, elle tue au moins 70 000 personnes et 95% des cas de rage sont causés par les chiens. Et ces images du 4e vol retour des pèlerins ivoiriens. L'avion a atterri cet après-midi à 16h45 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny avec à son bord 446 pèlerins. À leur descente, ils ont été accueillis, vous le voyez sur ces images, par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ahmed Bakayoko a exprimé la compassion du gouvernement aux familles des victimes de l'incident survenu à Mina durant le Hajj. Il a aussi donné l'assurance que toutes les dispositions sont prises par l'État pour la prise en charge des victimes. À l'étranger, des images de la Guinée, les 7 candidats qui se présentent face à Alpha Condé lors de l'élection présidentielle prévue le 11 octobre prochain réclament le report du scrutin. Ils estiment que l'accord d'août dernier sur le processus électoral n'est pas respecté. Le parti présidentiel dénonce des allégations mensongères. Vous le verrez certainement dans nos prochaines éditions. On termine avec ce communiqué de la CONARIV. Ce lundi 5 octobre 2015, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes a été saisie par des associations de victimes qui s'inquiètent des difficultés qu'elles rencontrent pour les prises en charge scolaires des orphelins et le suivi médical des personnes blessées. C'est le lieu de les inviter au calme et à la retenue. La CONARIV les assure qu'elle est à la tâche afin qu'aucune victime ne soit laissée en dehors du processus. Conformément aux vœux du président de la République, une première liste des cas de violation les plus graves a été transmise aux autorités pour validation. Dans les jours à venir, la CONARIV conviera les associations de victimes à une conférence de presse pour plus ample information sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, retrouvez toute l'équipe de RTI Sport dans le Lundi Sport pour toute l'actualité sportive. Moi, je vous retrouve demain à 20h. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.